tellement en ces jours. À Vendôme, nous avons 95 insolités. Nous vivons ensemble dans la paix et nous souhaitons que ce soit la même chose un jour, le plus tôt possible au Moyen-Orient. Je ne veux pas aller plus loin, Madame l'ambassadrice. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur le député, et après à vous. Donc, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur de recevoir Madame l'ambassadrice. Récemment, dans la commission Affaires étrangères, donc elle est venue. C'était extrêmement difficile parce que vous imaginez les positions des députés à l'heure actuelle d'extrême droite ou des députés qui sont vraiment qui prennent des positions qui étaient inadmissibles au moment où Gaza était en train de subir des attaques terribles avec des massacres de civils massifs. À ce moment-là, vous aviez des députés qui venaient pour parler d'autre chose. Et Madame l'ambassadrice est restée avec un sang-froid exemplaire, avec une grande dignité, parce qu'on le sent à travers votre combat. C'est le combat aussi que nous on mène ici dans une ville où 98 nationalités vivent ensemble. Et si on vit ensemble parce qu'on se respecte, parce qu'on a droit à chacun à sa place, dans une société où on doit effectivement favoriser la tolérance et puis la différence des cultures. Et donc aujourd'hui, on s'était vu 2 fois donc, à l'Assemblée nationale et vous m'avez dit je viendrai à Vendôme, je viendrai avec l'association France-Palestine. Monsieur Desmarais qui est ici présent, le président, est honoré que vous inauguriez cet après-midi le Printemps de la Palestine, place Maginot. Les habitants de Vendôme, beaucoup sont ici, ils savent ce que signifie aussi les souffrances des peuples, puisque certains viennent du Kurdistan, d'autres viennent d'Albanie, de Tchétchénie, de plein de pays qui ont souffert, qui ont vécu des situations difficiles. Et après, il faut savoir se reconstruire. Et c'est extrêmement difficile. C'est une tâche qu'on continue grâce à la vie associative. Certains d'entre vous sont aussi des bénévoles, des militants de la vie associative. Et vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous voulez pour un avenir meilleur, un avenir auquel on aspire tous. Donc, Madame l'ambassadrice, un grand merci, un honneur incroyable que nous ressentons ici à Vendôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député, cher Stéphane Ablot. Monsieur le maire, chers amis, c'est tout d'abord un énorme honneur pour moi de me trouver ici, dans votre ville, que je découvre, que je sens et je reçois l'accueil extrêmement chaleureux. Je reçois de l'énergie positive pendant un moment très sombre, non seulement pour le peuple palestinien, mais pour l'humanité tout entière. Je vous ai promis de venir et je suis là. Je suis là pour échanger avec vous, mais pour vous dire à quel point le peuple palestinien a besoin aujourd'hui d'être visibilisé, d'être humanisé, et qu'on reconnaît son combat pour la liberté. On reconnaît que ce peuple milite depuis plus de 76 ans cette année contre une politique de nettoyage ethnique. Une politique qui est menée chaque jour contre son existence, contre sa présence sur sa terre. Et ces politiques incluent l'ensemble du territoire palestinien occupé. Aujourd'hui, à Gaza, nous sommes témoins, nous aussi, d'un crime de génocide, le crime le plus atroce. Le crime que tout être humain devait tout faire pour empêcher son réoccurrence. Car ce crime a été défini par une convention, justement avec l'objectif d'empêcher la réoccurrence de crimes de génocide qui a eu lieu il y a 80 ans. Nous sommes en train de voir 2,3 millions d'habitants. Et je vois une de mes compatriotes de Gaza ici présente et je voudrais la saluer et vraiment lui rendre hommage, elle et tout notre peuple, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je vois beaucoup de compatriotes
compatriotes de partout de la Palestine. Et c'est ce peuple qui se trouve aujourd'hui menacé de son existence dans la bande de Gaza où tout est anéanti, où tout est exterminé, tout élément, tout fondement d'une vie digne est exterminé. Et j'aimerais bien vous dire qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle à l'instant, j'aimerais bien que vous imaginez juste l'image du quotidien à Gaza. Le bilan, nous le connaissons tous. Il est extraordinaire, il est énorme. Et ce n'est pas que les plus de 50 000 assassinés palestiniens, dans leur majorité des enfants et des femmes. On ne se rend pas compte quand on dit 17 000 enfants ont été assassinés. Il faut imaginer plus de 6 000 femmes assassinées. Il faut imaginer qu'il y a plus de 20 000 enfants qui se sont devenus orphelins, sans parents, seuls survivants, enfants seuls survivants. Il faut imaginer qu'on est en train d'amputer en ce moment-là des enfants sans anesthésie par terre. Car Israël a bombardé les 36 hôpitaux dans la bande de Gaza. L'ensemble des hôpitaux, l'ensemble des centres médicaux à Gaza. Il faut savoir que plus de 90% minimum des maisons, des unités d'habitation n'existent plus. Il faut savoir que l'ensemble des universités, des 16 universités palestiniennes dans la bande de Gaza n'existent plus, y compris mon université. Il faut savoir que toute école soit bombardée, soit est devenue une école abri pour les familles qui ont été obligées à se déplacer au moins 10 fois maintenant. 10 fois. Et il faut penser aux hommes. On oublie toujours les hommes. On parle des femmes et des enfants. Des hommes assassinés, les pères de famille assassinés, les grands-parents assassinés, les oncles assassinés, le frère assassiné, le cousin, l'ami, le voisin, le boulanger, le professeur, le médecin, le pharmacien. Tout le monde est un cible dans la bande de Gaza pour cette barbarie israélienne contre tout un peuple. Il faut penser aux blessés, 120 000 blessés au moins, qu'on peut considérer condamnés à mort, faute d'hôpitaux, d'avoir des hôpitaux, faute de soins et faute d'avoir des médicaments. Depuis le dernier cessez-le-feu que Israël a violé, l'agression israélienne est intensifiée dans la bande de Gaza. Pas un grain de blé, comme le ministre israélien Smotrich l'a dit, rentre dans la bande de Gaza. Pas un médicament, pas d'eau, pas de fuel. Rien n'entre dans Gaza depuis plus de 50 jours aujourd'hui. Et si ce n'est pas un génocide, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler ça. Le génocide, c'est de mettre des conditions qui mettront en danger l'intégrité physique ou mentale, en partie ou en total, d'un peuple, ou d'un groupe ethnique, ou d'une nationalité. Et c'est exactement ce qui se passe à Gaza. Et ce génocide a été déclaré officiellement par les multiples responsables israéliens qui sont des criminels de guerre. En Cisjordanie, on est en train de voir également, parce qu'on focalise beaucoup sur Gaza et on oublie parfois que Israël a étendu son génocide en Cisjordanie. Il continue toute une politique qui a commencé il y a 76 ans, une politique de nettoyage ethnique.
une politique basée sur un projet colonial pour faire expulser un peuple de chez lui et le remplacer par des colons, à travers la confiscation de la terre, à travers la démolition des maisons. Parfois, on demande aux Palestiniens de détruire avec ses propres mains sa propre maison et payer en plus. Et par aujourd'hui une politique de vider vraiment la terre de peuple palestinien. Le nord de la Cisjordanie, on a tous vu la ville de Jenin et le camp de réfugiés qui en dépend. La ville de Toul-Karem et les 2 camps de réfugiés qui en dépendent. La ville de Naplouse et les camps de réfugiés qui en dépendent sont la cible d'une agression massive israélienne où l'infrastructure est complètement détruite, les maisons sont détruites, les hôpitaux sont bombardés et une population civile qui est ordonnée, forcée à partir de chez elle. Plus de 51 000 civils palestiniens ont quitté le nord de la Cisjordanie. Israël a annoncé qu'ils retourneront jamais chez eux. Du coup, cette politique de nettoyage ethnique continue à Jérusalem-Est également. La même politique de vider la ville de sa population palestinienne. La semaine dernière, pendant le Pâques, les fidèles chrétiens ont été empêchés d'arriver au lieu, à la Saint-Sépulcre, pour fêter les fêtes. Du coup, tout le monde est un cible dans cette terre, par une machine de barbarie, par une machine de colonisation, par une machine d'occupation militaire. Et ça nous ramène brièvement au droit international et au rôle des instances internationales dans ce moment très très crucial. Beaucoup disent on vit un moment où la Palestine a besoin de droit international, de sa force, de ses outils de sanction, ses outils de rendre responsable quelqu'un qui a violé ce droit international. Mais ils disent aussi le droit international a besoin de la Palestine. Car ce moment-là, si les instances internationales, si les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui est complètement paralysé, ne prennent pas et n'assument pas leur responsabilité à préserver la sécurité et la paix dans le monde, à rendre justice à tout humain, c'est l'échec de système multilatéral actuel et qui était créé justement après que des atrocités ont eu lieu ici en Europe même. La CIJ, la Cour de justice internationale, a ordonné des mesures provisoires depuis 15 mois déjà, 15 mois, a ordonné à Israël d'arrêter son agression contre le peuple palestinien, d'épargner les civils, femmes et enfants, de faire rentrer l'aide humanitaire. Depuis 15 mois et jusqu'à aujourd'hui, on voit plus de massacres. On voit le gouvernement israélien actuel utiliser la famine comme une arme de guerre, ce qui constitue et un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et on voit un État dans l'impunité totale. Et pire, on voit une politique de 2 poids, 2 mesures de la part du monde entier. Et surtout quand on compare avec l'Ukraine. Toute occupation est la même. Tout occupant est le même. Et toute victime doit être la même. Et justice doit être rendue à tous. À tous. Où on se trouve. Qui nous sommes. Et le Palestinien ne doit pas faire l'exception quant à la nécessité de lui rendre justice et de lui reconnaître ses droits fondamentaux et surtout son droit à l'autodétermination dans son État indépendant qui vivrait
en paix avec Israël et le peuple israélien. Mais cette paix est là un préalable. Le préalable pour la paix, c'est la justice. Et le préalable pour la justice, c'est la fin de l'occupation militaire israélienne, c'est la fin de l'apartheid israélien et c'est la fin de la colonisation israélienne de notre terre. Et permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination dans son État. L'égalité pour tous, ça c'est le préalable pour la paix. Mais ce combat que nous menons, nous ne pouvons pas le mener seuls. C'est vraiment grâce aux amis de la Palestine, c'est grâce aux femmes et hommes libres dans ce monde qu'on va pouvoir continuer d'abord notre combat. Nous sommes résilients, le peuple palestinien est résilient, mais il ne doit pas rester privé de sa liberté à vie. Il est temps de mettre terme à cette occupation, il est temps de rendre justice. On va continuer et on ne va pas partir de chez nous. La Palestine n'est pas un projet immobilier. C'est vrai que la Palestine est magnifique, est une terre magnifique, que Gaza est une ville magnifique, que ces plages sont les plus belles plages que Mahmoud Darwish l'a justement dit. Mais cette terre appartient au peuple palestinien. Et cette terre, elle n'est ni à vendre, elle ne va pas appartenir à quelqu'un. Le vrai projet immobilier qu'on voudrait chez nous, c'est de reconstruire Gaza immédiatement, c'est un cessez-le-feu immédiat, et c'est de permettre un couloir humanitaire pour secourir la population. Et comme j'ai dit, seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Nous, on est déterminés. Mais moi, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, les hommes et les femmes libres dans ce monde. Et sans votre soutien, nous ne pouvons pas y arriver. Les associations sont impliquées. Et moi, je voudrais vraiment saluer l'AFPS et le travail extraordinaire que fait l'association AFPS partout dans le territoire français. L'AFPS et toute autre association, mais tout autre individu également. Vous êtes très très nombreux. Vous nous donnez la force. Vous nous dites, vous n'êtes pas seuls. Vous nous dites, vous ne faites pas l'exception. Vous nous dites, on vous voit. Et vous avez le droit à la justice et à la liberté. Et sans vous, nous ne pouvons pas y arriver. C'est ensemble qu'on va arriver à arracher nos droits. C'est ensemble qu'on doit continuer à nous battre pour un monde meilleur, mais un monde basé sur la justice, un monde basé sur le droit. Et je terminerai par dire que pour arriver aussi à cette justice, pour reconnaître les droits du peuple palestinien, il est important de reconnaître l'État de Palestine par les États qui ne l'ont toujours pas fait. Et à leur tête, la France, qui doit reconnaître l'État de Palestine parce que c'est un droit au peuple palestinien. Parce que c'est une reconnaissance qui a beaucoup tardé, énormément tardé. Il rendrait justice au peuple palestinien, à son droit à l'autodétermination. Et il serait aligné sur la politique traditionnelle de la France qui est basée sur le droit international et son respect. Aligné sur la politique de justice adoptée et déclarée par le général de Gaulle. Le moment est plus que venu
Le moment est pour dire aussi à Israël que vous ne pouvez pas tuer les aspirations du peuple palestinien de pouvoir vivre librement chez lui. Le moment serait aussi à répondre à une exigence du peuple français qui demande dans sa majorité cette reconnaissance de l'État de Palestine, seul qui garantirait la paix et la sécurité pour tout le monde, pour nous, pour les Israéliens, pour l'ensemble des peuples de la région et au-delà de la région. La paix entre Israël et la Palestine serait la clé de la paix dans le monde, sans exagération. Et on a vu à quel point la question palestinienne est la question centrale pour la stabilité et la paix dans le monde. Je termine par remercier encore une fois Monsieur le député pour son engagement, pour sa solidarité constante, vraiment constante avec le peuple palestinien. Monsieur le maire également, et de vous dire le plaisir de me trouver ici avec vous, de votre accueil, de votre solidarité et de cette chaleur humaine de laquelle on a besoin, et cette chaleur qui nous donne également la force pour continuer le combat jusqu'à la libération, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Madame l'ambassadrice pour votre discours plein d'émotion et plein de justice et de droit. Nous allons faire circuler la parole. Anthony a un micro. La seule chose que je vous demande, c'est de parler dans le micro. Comme ça évitera d'avoir 5 questions en même temps. Anthony, qui souhaite prendre la parole? Il a pour une distance. Oui. Oui. On a un quart d'heure, hein, donc oui. Allez, des témoignages, des questions, des prises de parole. Je suis sûr que vous avez quelque chose là au cœur, à dire des choses. Allez, allez-y. Bonjour. Tout d'abord, félicitations, puis merci pour le petit discours du coup. Juste une question en fait, comment ça se fait que la France prend vraiment son temps finalement pour pouvoir reconnaître l'État de Palestine, puisque ça serait une locomotive, hein, comme vous disiez peut-être, pour les autres États, alors qu'il y en a qui ont franchi le pas. On a récemment, je crois, l'Espagne, la Norvège. Voilà, comment ça se fait en fait qu'on n'a pas cette capacité donc du coup à prendre cette décision du coup qui est primordiale. On va prendre plusieurs questions parce que le temps est court. D'autres personnes souhaitent s'exprimer? Oui, bonjour. Merci Madame l'ambassadrice d'être venue ici à avancer pour nous éclairer sur la situation à Gaza. Et c'est vrai qu'on partage avec vous tout le constat et on est très mal pour ce qui se passe en Palestine et notamment à Gaza et ce qui se passe aussi en Cisjordanie et à Jénine et tous les territoires palestiniens. C'est vrai qu'il y a le combat des citoyens, des hommes libres partout dans le monde qui soutiennent la cause palestinienne. Il y a aussi le combat et la résistance du peuple palestinien lui-même. Et ce qui nous inquiète, nous, d'ici, c'est surtout l'inaction de nos politiques, ici en France. Un silence vraiment incompréhensible pendant plusieurs mois. Aucune publication sur leur page Facebook, aucun forum, ni discussion, ni rien du tout par rapport à ça. On ne comprenait pas ça, nos citoyens, parce que quand même, on est face à un génocide filmé. Et ça, c'est vraiment, plus les gouvernements, bien sûr, hein, tous les gouvernements de pays occidentaux, mais aussi les pays arabes, qui ont normalisé aussi avec les États, et qui ont facilité aussi la tâche à Israël, qui est sans limite. Par contre, moi j'ai juste une question par rapport à l'autorité palestinienne que vous représentez ici. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autorité palestinienne, pour justement, face à ce génocide et son discours
et son positionnement face à ce qui se passe en ce moment dans son territoire, là où à Ramallah et partout, mais aussi quels sont les actes qu'elle fait pour justement rompre la coopération de sécurité avec Israël. Ça, c'est incompréhensible vis-à-vis de nous de loin, de voir encore qu'il y a cette coopération, même si on comprend aussi c'est un État sous colonisation et que tout n'est pas facile, mais quel est son positionnement, mais aussi quels sont l'après-guerre, je veux dire, comment elle voit la situation après ce génocide, après cette guerre. Est-ce qu'elle a une stratégie, est-ce qu'elle a vraiment une orientation ou pour construire Gaza? Voilà, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir quelles sont justement ses intentions. Merci beaucoup. Une troisième question? Oui, Moi, monsieur, d'abord. Bonjour et merci à vous d'être là. Merci à Stéphane Ablo qui vous a invité. Et moi, je vous avais parlé de victimes justement du bombardement de Gaza. Je voulais parler des journalistes justement. Et il y a une centaine de journalistes qui ont été assassinés. Et on n'arrive pas à comprendre, hein, comme vient de dire l'intervenante avant, à comprendre l'attitude des journalistes français par rapport à ça. Ils ne parlent pas beaucoup de leurs collègues. Et souvent, les journalistes, ils sont solidaires dans le monde entier. Et même vous, on vous voit rarement invité par les médias, par les chaînes d'infos, par tout ça. Et c'est une incompréhension de la part du public. Merci beaucoup. 3 questions très pertinentes. J'espère que je ne vais pas oublier. La reconnaissance, comme j'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance, elle a beaucoup tardé. Et pourquoi? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je crois que vous savez à qui la poser. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que nous espérons que la France prendrait vraiment cet acte très très fort de reconnaissance. Ce serait un acte juridique nécessaire qui a beaucoup tardé, qui rendrait justice au peuple palestinien et qui peut, si des États aussi se rallient derrière la France et reconnaissent ensemble l'État de Palestine, qui est déjà reconnu par 148 pays du monde entier. Ça va créer une dynamique politique. Une dynamique politique dans le sens où on dit au peuple palestinien, on vous voit, mais il faut aussi que cette reconnaissance pose la question à Israël sur sa reconnaissance, Israël même, de l'État de Palestine. Il ne faut pas oublier qu'Israël a voté une loi il y a quelques mois par une écrasante majorité de la Knesset contre la création d'un État palestinien. L'État de Palestine, représenté par l'OLP, a reconnu Israël et son droit à exister en 1994. Aujourd'hui, il est temps de dire à Israël, est-ce que vous reconnaissez l'État de Palestine, que vous devez le faire, cette reconnaissance pour qu'elle soit mutuelle. Et la reconnaissance par la France va nous mettre dans une dynamique positive dans ce sens. Quant à l'autorité palestinienne, je dirais à l'État de Palestine, qui est sous occupation, et vous l'avez rappelé à juste titre, madame. D'abord, nous menons le combat juridique, une bataille juridique dans les instances internationales. L'État de Palestine est là
son caractère juridique, sa personnalité juridique qui est reconnue par l'ensemble du monde. Et c'est l'État de Palestine qui est membre observateur aujourd'hui des Nations Unies. C'est l'État de Palestine, après signature de la Convention de Rome, qui a porté plainte devant la CPI malgré les menaces et les intimidations par l'ensemble de l'Occident et à leur tête les États-Unis. On a porté plainte, on a demandé une investigation pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. C'est l'État de Palestine qui a invoqué la CIJ sur le crime de génocide avec l'Afrique du Sud. Nous utilisons les outils et les moyens pacifiques offerts par le droit international. C'est l'État de Palestine qui a demandé à la CIJ, il y a 2 ans, son avis, de rendre un avis consultatif sur l'occupation israélienne, la colonisation israélienne et les pratiques sur le terrain israélien contre le peuple palestinien. La Cour a répondu, et ça c'est vraiment une victoire historique, extraordinaire. La Cour a répondu en disant l'occupation israélienne en juillet dernier, elle est illégale et il faut lui mettre terme. La colonisation israélienne est illégale et il faut la démanteler. Les pratiques israéliennes remontent à une ségrégation raciale et d'apartheid contre le peuple palestinien, et la Cour a engagé la responsabilité des États partis à la Charte des Nations Unies et les a demandé d'imposer des sanctions comme un embargo sur les armes, des sanctions diplomatiques, politiques et économiques pour que cet état d'occupation cesse son occupation et sa colonisation et sa politique de domination, de ségrégation et d'apartheid. Et cette victoire, elle est historique, et cette victoire qui a préparé à la résolution de l'Assemblée générale qui demande de mettre en œuvre des actions irréversibles pour concrétiser la solution à 2 États. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir en juin la conférence des Nations Unies pour prendre des actions irréversibles pour concrétiser la solution à 2 États et engager la responsabilité des États partis. Ça, c'est notre bataille politique et juridique, et c'est le seul volet vraiment qui fait trembler Israël. C'est le volet juridique, parce que Israël est un État perdant devant le droit, devant la loi. Israël a violé chaque article de droit humanitaire international. Israël a violé chaque article de droit international, chaque convention et chaque traité qui doit garantir la dignité de l'humain. Et c'est la seule bataille qui va nous amener vers la victoire. Et c'est la seule bataille que Israël perd toujours. On est en train de voir l'ensemble de la communauté internationale. Il faut essayer vraiment de voir la question de l'angle de vote aux Nations Unies. Malgré les menaces directes et publiques de chaque État, toute résolution concernant la Palestine finit par avoir l'écrasante majorité de vote des pays membres aux Nations Unies. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Aujourd'hui, également, l'autre volet, c'est comment protéger et secourir notre peuple.
qui fait face à Gaza à un crime de génocide et en Cisjordanie à une vraie politique de nettoyage ethnique. On a créé un comité interministériel pour agir en urgence pour secourir la population palestinienne en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza. Et ce comité est chargé, à sa tête, le ministre de la Santé palestinien, serait chargé de secourir, envoyer des médicaments, envoyer tout ce qui peut aider à préserver la dignité de notre peuple, mais aussi dans l'avenir proche de reconstruire la bande de Gaza. Ça, c'est notre responsabilité principale. Et le gouvernement palestinien serait le seul capable et qui est demandeur d'assumer sa pleine responsabilité dans la bande de Gaza. On dit qu'il y a un seul gouvernement, il y a une seule administration qui doit gérer l'ensemble de territoires palestiniens occupés et le gouvernement palestinien est prêt à assumer ses responsabilités dans le territoire palestinien. Quant aux journalistes, ils sont dépassés, je crois, nos journalistes qui sont les témoins des massacres israéliens. Plus de 240 journalistes ont été tués, assassinés par Israël délibérément, des femmes et d'hommes. La dernière, c'est Hassouna, Rahaf Hassouna. Israël tue les témoins de ces crimes à Gaza. Et honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple palestinien était invisibilisé et déshumanisé, non seulement par les gouvernements, mais par les médias, l'ensemble des médias occidentaux, y compris les journalistes français, qui ont échoué complètement, échoué à leur mission principale, qui est d'informer. Informer pour humaniser, informer pour avoir de l'impact, informer pour arrêter l'injustice, pour arrêter les massacres. À part quelques voix courageuses, oui, les journalistes français ont abandonné le peuple palestinien, mais ils ont aussi abandonné leurs confrères et consoeurs journalistes, qu'on voyait en direct massacrés par Israël. Et la mobilisation des journalistes français n'est toujours pas à la hauteur. Elle est tardive, c'est mieux tard que jamais, mais elle n'est encore pas à la hauteur. C'est le moment pour que l'ensemble des journalistes du monde entier, y compris les journalistes français, se lèvent vraiment en solidarité, mais aussi en utilisant la voix, les plateformes et les outils qu'ils ont pour humaniser ce peuple palestinien. Il y a beaucoup à faire de la part des journalistes, de mass media, des plateformes d'information, et j'espère qu'il y aura un vrai moment de réveil, Je ne sais pas, il faut combien encore de Palestiniens morts pour que la conscience humaine se réveille. Anthony, il y a une question, monsieur puis madame. Oui, moi je ne vois pas qu'il porte fort, monsieur. Je vous entends pas, monsieur. Merci, madame l'ambassadrice, merci. Moi je suis solidaire du combat du peuple palestinien, et ce depuis le 15 novembre 1988 à Alger, à la création de l'État d'Israël. Non, palestinien. L'État d'Israël, pardon.
contre l'État d'Israël, je voulais dire. C'était ça mon propos, parce qu'à l'époque, justement, Israël avait même des intentions de bombarder la conférence qui avait lieu pour l'État palestinien. Et moi, la question que je voudrais vous poser, justement, par rapport à ça, c'est quelle est votre position au niveau du gouvernement palestinien par rapport aux accords d'Abraham, qui ont sapé effectivement toutes les négociations qui ont pu y avoir avant justement tous les événements de Gaza. Voilà mes questions que je voulais vous poser. Un jour, j'avais une toute petite question concernant un peu l'ignorance, la non-activité, le déni des pays arabes et aussi des pays maghrébins, des pays musulmans tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette ignorance sur la Palestine et aussi entre la relation, comme l'ancienne intervenante a précisé, la relation entre le Hamas et l'État de Palestine. Est-ce que des fois il y a des petits problèmes entre eux, ça manque de coordination, donc j'avais une petite question sur ça. Ouais, merci. Merci Pierre. Alain Desmarais, là. D'abord Madame, puis après Alain Desmarais pour finir. Bonjour. Alors moi j'ai une question que j'avais déjà posée à Alain Desmarais, donc celui qui s'occupe de la FPS. Quand est-ce qu'on part? Oui, moi c'est pas une question, je voulais remercier vraiment très très chaleureusement d'avoir tous les présents ce matin. Remercier notre député Stéphane Ablot et monsieur le maire de Vendeuvre. C'est un grand honneur pour nous, Madame l'ambassadrice, que votre venue, en particulier pour le lancement du Printemps de la Palestine. Et je voulais vous dire que depuis le 7 octobre, je vois qu'il y a beaucoup de nos adhérents qui sont présents dans la salle, de nos militants, nous sommes constamment dans l'action pour peser sur le gouvernement français afin qu'il adopte, comme vous venez de le dire, la reconnaissance. Mais nous demandons également qu'il agisse pour des sanctions à l'égard de l'État israélien. Le président de la République, qui est un des leaders européens, peut très bien faire en sorte, avec ses collègues européens, de mettre fin à l'accord d'association, qui est un accord spécifique qui lie l'Europe à Israël et qui donne des privilèges économiques dans ces échanges. Donc nous n'attendons pas, nous, que des mots du président de la République, nous attendons des actes également. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons. Donc moi je voulais dire que voilà, depuis le 7 octobre, mais bien avant, puisque ça fait des dizaines d'années que la FPS se bat pour le soutien au peuple palestinien, nous sommes constamment dans l'action et je voulais appeler ceux qui sont présents ici et qui peut-être ne sont pas encore rentrés dans l'action concrète à nous rejoindre. Alors cet après-midi, on aura le lancement du Printemps de la Palestine. C'est une fête. Parce que le peuple palestinien, comme vous l'avez expliqué, est résilient, mais tenace, joyeux, et nous pensons aussi que c'est une façon de lui rendre hommage à chaque fois que de montrer la culture palestinienne et que de montrer que ce peuple a envie, comme tous les autres, de faire la fête. Voilà. Merci en tous les cas, c'est pour nous un grand encouragement également. C'est important qu'on agisse pour le peuple palestinien, mais ce n'est pas toujours facile en France de mener cette bataille. Et votre venue ici est un encouragement pour nous à poursuivre l'action. Merci. Encore une question, mais c'est la dernière. Merci d'être venu en fait à Vendeuvre, Madame l'ambassadrice. En fait, ma question elle porte sur la légitimité de l'autorité palestinienne à gouverner un futur État palestinien, je sais pas si vous m'entendez. Au vu des élections qu'il y a eu donc à Gaza, donc le Hamas avait remporté les élections, donc, légitimement, avec une
un scrutin démocratique. On voit en fait l'hypocrisie des pays occidentaux en fait à reconnaître la démocratie quand il s'agit d'un gouvernement élu qui ne correspond pas forcément à leurs critères. Vous avez parlé du 2 poids 2 mesures concernant l'Ukraine. On a vu également que l'Israël a coché toutes les cases d'un génocide en assassinant des civils, des secouristes, des ambulanciers, des médecins, des journalistes, en bombardant des écoles, des hôpitaux, etc. Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais concernant vous, l'autorité palestinienne, pensez-vous être légitime pour représenter un futur État palestinien du fait que Mahmoud Abbas est au gouvernement depuis plus de 20 ans et au vu de la cause palestinienne, on n'a pas vu d'avancée à résister pacifiquement, comme vous l'avez souligné, via les moyens légaux, à la cause palestinienne. On a vu plutôt une augmentation de la colonisation dans les territoires occupés. Donc l'autorité palestinienne en elle-même, pensez-vous qu'elle soit en mesure de répondre aux attentes du peuple palestinien? Merci. Merci beaucoup. 2 questions et 2 sujets très très importants. Les accords d'Abraham, d'abord. Notre position est très très claire. Elle l'a toujours été et le restera. Sur le seul cadre qui va réglementer la relation entre les pays arabes, mais aussi derrière eux les pays islamiques et Israël. C'est l'initiative arabe de paix. Une initiative faite en 2002 par le roi d'Arabie Saoudite, le roi Abdallah, et qui a été adoptée en 2003 par l'ensemble des pays arabes et les pays islamiques, y compris l'Iran. L'ensemble des pays islamiques sont prêts à normaliser leurs relations avec Israël à une seule condition. C'est que Israël met fin à son occupation de territoire palestinien et qu'elle conclut d'abord un accord de paix entre Israël et la Palestine. La signature de cet accord définitif, l'ensemble des pays islamiques sont prêts à normaliser avec Israël. Et c'est l'offre la plus généreuse, la plus logique qui a jamais été offerte à Israël. Sauf que Israël a rejeté cette offre. 4 pays arabes ont signé des accords avec Israël. Nous avons dit et nous continuons à le dire. Tout accord qui n'inclut pas la question palestinienne et la fin de l'occupation israélienne n'amènera pas la paix. Et on a vu, et c'était depuis la signature des accords de paix qui étaient perçus par Israël comme un cadeau, on a vu la colonisation s'intensifier, les agressions israéliennes contre le peuple palestinien, les agressions des colons terroristes israéliens contre notre peuple en Cisjordanie. Il y a 2 étés, tout le monde se souvient du pogrom de Hawara, le pogrom de Tormisaya, quand les colons israéliens ont attaqué des villes entières, brûlé les maisons avec les gens dedans. Du coup, le seul cadre qui peut amener la paix, c'est la fin de l'occupation et c'est la paix entre Israël et la Palestine. Mais une paix basée sur la justice et l'égalité. Je ne vois pas d'autre cadre. Et je ne vois aucun pays arabe qui est prêt à signer un accord de paix avec Israël tant que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide continuent contre le peuple palestinien et tant que l'occupation ne s'est pas arrêtée. Et c'est dans ce sens, dans la préparation des institutions de l'État de Palestine. Nous, on s'est investi depuis 30 ans, depuis 1994. On s'est investi à créer des institutions étatiques de l'État de Palestine, sous occupation,
Beaucoup oublient qu'on est toujours sous occupation. On est un État sous occupation. Et malgré ça, on a créé des institutions efficaces, fonctionnelles. Je crois les services rendus à la population, si on compare par des États voisins, on les dépasse largement. Les services sont dématérialisés en Palestine. On renouvelle son passeport en 2 heures en Palestine. 2 heures. Je sais que ce n'est pas le cas ici. Surtout si vous allez en Palestine. On a fait un effort gigantesque et je suis fière de l'effort qu'on a fait sous occupation. Et oui, depuis 30 ans, on a organisé 2 fois les élections. 96, les premières élections. Mais pour pouvoir organiser ces élections, c'est très important d'avoir ça en tête, on a signé un accord, un annexe aux accords d'Oslo sur la tenue des élections législatives et présidentielles palestiniennes. Et cet accord signé par Netanyahu même à Washington stipule qu'Israël permettrait la tenue des élections législatives et présidentielles dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, c'est-à-dire dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est occupée. Parce que Jérusalem-Est fait partie de la Cisjordanie occupée. Et ça a été le cas en 1996, du coup on a fait nos élections, des élections démocratiques, transparentes, saluées par le monde entier. Et en 2005 et 2006, on a organisé les 2e élections, y compris à Jérusalem-Est, après des pressions européennes extraordinaires sur Israël, pour qu'elles permettent la tenue, surtout à Jérusalem-Est occupée. Et ça a été fait. Et oui, nos élections de 2006, législatives, étaient des élections transparentes, démocratiques, et saluées par le monde entier. Mais que pour quelques jours. On n'a pas accepté notre démocratie, 2 poids, 2 mesures, bien sûr. Et c'est ça qui nous a mis dans un impasse politique. Et on a formé le premier gouvernement d'union nationale. Là, on a dit, on va s'entraider. On est obligé de faire un gouvernement d'union nationale pour qu'il puisse représenter, pour qu'il puisse servir. En 2020, en 2020, le président a décrété des élections, malgré la division interpalestinienne. Ça fait des années qu'on est engagé dans le dialogue interpalestinien, dans ce qu'on appelle la réconciliation interpalestinienne. Et on n'a pas arrivé. C'est pour cela que le président a dit, on fait des élections, on renouvelle la représentation qui sera choisie par l'ensemble du peuple palestinien, qui est dans sa moitié des jeunes qui n'ont jamais exercé ou casté leur vote. Et on entend le message de la jeunesse palestinienne qui souhaite vivre cette démocratie. Or que, et ce n'est pas un secret, Israël a refusé catégoriquement la tenue des élections à Jérusalem-Est occupée. Et moi, je dis, mettez-vous à la place des Palestiniens, de la direction palestinienne. Parce que dans ce cas-là, on pouvait faire les élections qu'à Gaza, et ce n'était pas garanti parce que le Hamas n'était pas très très favorable à la tenue des élections à Gaza, mais on pouvait les faire à Gaza et en Cisjordanie, qui est complètement défragmentée aujourd'hui par la colonisation, par les checkpoints. Je rappelle qu'il y a 1 millier de checkpoints, 1000 en Cisjordanie. On pouvait les faire sans Jérusalem-Est.
comment ça serait jugé? Déjà par le peuple palestinien. Après que Trump a reconnu Jérusalem, l'ensemble de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël, Israël a déjà annexé Jérusalem-Est. Si moi je fais les élections que dans la bande de Gaza et Cisjordanie, j'aurais trahi ma cause, j'aurais accepté l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, j'aurais abandonné ma capitale et une bonne partie du peuple palestinien. On serait des traîtres, on aura trahi la cause. C'est pour cela qu'on a dit aux Européens, mettez une vraie pression sur Israël pour qu'il respecte l'accord qu'il a signé avec nous, pour permettre la tenue des élections. C'est pour cela qu'on était obligé, le président a reporté la tenue des élections. Il ne les a pas annulées. C'est une exigence palestinienne. Renouveler le leadership, renouveler la légitimité de la représentation. Oui, c'est une exigence palestinienne au premier lieu. Mais Jérusalem-Est est notre ligne rouge. Il restera une ligne rouge. Et son annexion ne l'enlèverait pas et ne va pas légaliser cette annexion ou la reconnaissance par Trump. J'espère qu'il y aura des vraies pressions. On est dans un moment extrêmement crucial dans notre histoire où on a besoin d'exercer ce droit et de vivre ce processus démocratique. Merci. Merci Madame l'ambassadrice pour tous ces témoignages et nous avoir fait comprendre cette grave crise extraordinaire que subit le peuple palestinien. On ne peut pas rester frileux face à ce qui se passe. Et la ville de Vendôme ne le sera pas. Merci. Nous allons arrêter cette conférence. Cet après-midi, vous avez le printemps de la Palestine, c'est important. Avec monsieur le député, j'ai aussi une autre mission aujourd'hui avec nos amis de la mosquée de Bréchambault. Donc on se revoit cet après-midi, bientôt. Au revoir. Merci. Et merci d'être venus.